Bonjour à tous, on va commencer tout doucement la conférence. Donc tout d'abord, j'aimerais remercier Dany Caligula de nous avoir gentiment honoré de sa présence aujourd'hui. Bonjour à Merci et bonjour à toutes et à tous du coup, et merci de m'avoir invité. C'est quand même vous qu'il faut remercier en premier, je pense. Je tiens à préciser d'ailleurs qu'il a refusé Mediapart, mais qu'il vient chez nous. Donc on est plus important que des grands médias. Voilà, Sciences Po Grenoble pèse. Voilà. Le collectif a refusé Mediapart. Je précise. Sciences Po Grenoble pèse. Bref, tout ça pour dire qu'aujourd'hui on est très content d'avoir un youtubeur, ou plutôt un vidéaste, puisque on sait que YouTube n'est qu'une plateforme et ne doit pas les définir pour ce qu'ils font. Je présenterai Dany en quelques mots, peut-être pour dire que voilà, il fait de la philosophie politique sur Internet, mais plutôt que de faire une brève présentation mauvaise et incomplète, je vais peut-être laisser Dany se présenter rapidement. Oui, si tu veux, si tu as envie. Du coup, moi, ça fait 3 ans que je suis vidéaste du coup sur Internet. En plus, l'anniversaire, c'était là en fin février, donc ça fait vraiment pas longtemps. J'ai commencé par une émission qui s'appelle Doxa, donc qui était une émission de vulgarisation de philosophie. Une émission qui dure environ 10-15 minutes et dans lesquelles je prenais des grandes thématiques, genre le bonheur, l'art, le travail. Du coup, j'ai d'abord commencé par ça. Je m'étais à la base un peu inspiré du 3615 Usul, pour ceux qui connaissent, puisque c'était un truc que j'avais trouvé assez intéressant de partir justement du jeu vidéo, mais d'apporter une vraie analyse. Et c'est là que je me suis dit, on peut faire autre chose que Norman avec ce concept, ça serait intéressant de développer ça. Et quand j'ai commencé, j'avais un peu la trouille, parce qu'il n'y avait personne, ou presque, en tout cas pas à ma connaissance, qui faisait des vidéos culturelles sur Internet. Alors maintenant, c'est carrément plus le cas, puisque vous devez tous connaître YPenser, le Fossoyeur de films, qui font des chaînes quand même assez extraordinaires. Et en fait, petit à petit, j'ai quand même pris un peu confiance en ce que je faisais, et j'ai transformé ça, on va dire, d'un propos de vulgarisation à un propos de plus en plus politisé, en tout cas de plus en plus personnel. Et maintenant, l'aboutissement de cette démarche pour moi, c'est le nouveau format que je propose sur ma chaîne, où je suis tout simplement face caméra, moi-même, je m'enquiquine plus d'un personnage comme je l'ai dans Doxa. Et où là, clairement, je discute de choses très politiques en ce moment, mais c'est un peu dû à l'actualité super chargée de notre gouvernement. Mais je compte toujours faire quand même de la philosophie. Enfin, pour moi, les choses sont intimement liées de toute manière, puisque tout ou presque est politique. Et je m'intéresse quand même depuis longtemps à la pratique quotidienne de la philosophie, à la sagesse, au bien vivre. Et évidemment, ça implique des décisions et des actes individuels, mais aussi collectifs. Donc voilà, ça grosso modo, c'est ce que je fais sur Internet. Et du coup, aujourd'hui, on t'a invité pour une raison particulière, c'est que vous l'avez très certainement tous entendu, ou du moins la plupart, c'est que le 9 mars, on va avoir une grosse mobilisation contre la loi El Khomri. Et en plus de cette mobilisation dans la rue, il y a eu une mobilisation du coup sur Internet avec le hashtag On vaut mieux que ça, donc qui a été initié par Dany et par plusieurs autres youtubeurs qui sont donc formés en collectif. Donc ce que je propose, c'est de vous montrer le petit teaser qu'ils ont réalisé pour ceux qui ne l'auraient pas déjà vu. Et après, je laisserai la parole à Dany pour parler un peu de tout ça. Et puis on ouvrira les questions à la salle pour continuer sur une conférence débat plus sympathique. Voilà. Salut à toutes et à tous. Si on est ici plusieurs vidéastes à s'être réunis aujourd'hui, c'est pour vous parler de la nouvelle loi sur le travail que le gouvernement est en train de nous préparer. Le texte n'est pas définitif, mais en l'état actuel, le projet de loi sur la réforme du travail est loin de faire l'unanimité. Ce sujet, il peut paraître chiant et technique. Pourtant, à des degrés divers, on est tous concernés. Et ce qui est en train de se passer, c'est super grave. Ce projet de loi est juste hallucinant. Alors que la loi nous protège encore un peu, on nous laisse seuls face à nos chefs pour soi-disant négocier nos conditions de travail. Travailler la nuit, le dimanche, bref, toujours plus. Il permettrait aux entreprises de réduire nos salaires, sans que cela ne soit justifié par de véritables difficultés financières. Ou tout simplement de nous virer, comme ça, sous prétexte de licenciement économique bidon. C'est un vrai retour au 19e siècle, tu sais, Germinal, tout ça. Salaud!
Mais comment s'étonner de ce genre de décision? Les gens qui les prennent ne connaissent rien aux réalités du travail. Pour eux, on n'est que des chiffres, des données statistiques. Alors que le travail, c'est notre quotidien, nos réalités, nos vies. Alors, est-ce qu'on se laisse faire ou est-ce qu'on décide qu'on vaut mieux que ça? C'est nous, c'est vous, c'est vos frères, vos sœurs, vos parents, vos potes et tous ceux qui viendront après, parce que ces décisions vont changer nos droits et nos vies pour longtemps. On a tous fait des boulots de merde. Certains d'entre nous en font encore. Mais ce qu'on veut, c'est pouvoir vivre sans être réduit à cette seule dimension de travailleur-consommateur. Les politiques ne nous donnent jamais la parole. Aujourd'hui, il est temps de la reprendre. Faisons-nous entendre grâce au hashtag « On vaut mieux que ça ». Eh copain, tu sais quoi? Ton boulot, y a personne qui en parlera mieux que toi. Alors va sur le réseau social de ton choix, utilise le tag « On vaut mieux que ça » et raconte-nous la dernière fois qu'au taf, t'as eu l'impression qu'on se foutait de ta gueule. Raconte-nous la première fois où on t'a demandé un truc impossible ou absurde. La fois où on t'a refusé un boulot pour des raisons injustes. Quand ton taf a commencé à bouffer tout le reste. Quand on t'a demandé de bosser gratos, ou qu'on t'a sucré ta paye ou ta prime. La fois où t'as cru péter les plombs. Ou celle où tu t'es retrouvé en danger au travail. Raconte-nous ce moment où on s'est mis à te parler comme un gosse. Celui où ton collègue est devenu un concurrent dans ton esprit et que t'as pas aimé ça. Ou pire, que t'as aimé ça. Quand tu as culpabilisé de partir du taf à l'heure ou simplement d'être malade. Quand tu t'es retrouvé tout seul pour faire le boulot de 3 personnes. Quand ta recherche d'emploi elle est devenue humiliante, ou que tu t'es rendu compte que ton CV, en fait, il te servait à rien, par exemple. Quand t'as senti que le taf que tu faisais était devenu vide de sens. Quand tu t'es dit que franchement, il y a des gens qui sont plus à plaindre que toi et du coup, tu t'es laissé faire. Envoie ton témoignage vidéo, écrit, audio, anonyme ou pas, avec le tag « On vaut mieux que ça ». Nous, on s'occupe de créer une plateforme qui regroupe ces expériences et diffuse cette parole pour la mettre en valeur. On veut mettre à disposition nos compétences pour créer des visuels, monter des vidéos et faire entendre nos voix à tous. Que tu sois caissière, pion, maçon, cuistot, flic, prof en ZEP, chômeuse de longue durée, livreur de pizza, chauffeur de taxi, artiste en galère ou chercheur précarisé, tu vaux largement mieux que l'avenir qu'on te prépare. On s'apprête à vivre une bataille, je vous assure que la loi Macron à côté, c'était rien. On est resté silencieux bien trop longtemps, les amis. Et c'est facile pour eux de gouverner, de nous ignorer, de nous mépriser quand on se fait pas entendre. Donc là maintenant, faut qu'on se bouge. On va leur montrer nos vies et nos rêves. On va leur montrer qu'on n'est pas dupes des conséquences qu'ont sur nos vies à nous, les décisions qu'ils prennent. On va leur montrer qu'on vaut mieux que des petites décisions. On va leur montrer ensemble qu'on vaut mieux que ça. Du coup, on vaut mieux que ça. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Où est-ce qu'on a eu l'idée? L'idée derrière tout ça, en fait, ça fait un petit moment du coup qu'on s'est repéré. Moi, comme j'ai dit, j'étais un spectateur d'Usul avant de commencer, donc forcément, je suis très rapidement rentré en contact avec Usul quand j'ai commencé à faire des vidéos. Et par la suite, moi, j'avais repéré par exemple le Stagirite, Hacking Social, donc forcément, c'est des gens qu'on s'est mis un petit peu à côtoyer. Et on avait tous ce truc commun, parce que je parlais de vidéos culturelles, mais on avait tous quand même ce fond politique qu'on avait en commun dans toutes nos chaînes. Et du coup, là, très très récemment, il y a 2-3 mois, on a remarqué qu'on faisait souvent des vidéos sur des sujets similaires. Moi, par exemple, j'avais fait la démocratie et l'altruisme, et Usul avait traité de la génération Y, du salaire à vie. Enfin, il y avait des choses comme ça qui se recoupaient. Et on s'était dit, ça serait quand même intéressant d'un jour de faire un truc ensemble, quoi, mais vaguement. On pensait au début peut-être juste un partenariat pour aider les différentes audiences, pour savoir sur quel sujet on travaille, comme ça on peut faire des vidéos plus complémentaires. Donc on avait vaguement ça en tête. Et ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu la fameuse loi El Khomri qui est arrivée. Et là, on s'est dit, non mais là c'est pas possible, il faut faire quelque chose. On peut pas juste... Là on doit y aller, quoi. On doit créer notre collectif, on doit le faire maintenant. Et en fait, très vite, on s'est séparé de cette idée de juste faire un partenariat entre vidéastes et de faire une vidéo commune, et puis voilà. On s'est dit que ça serait beaucoup plus intéressant, justement, de créer un espace d'expression pour les gens, de leur donner la parole, pour une fois, et de leur dire que c'est possible, parce que finalement, nous, on était tous des citoyens qui avons pris conscience qu'en fait, on peut parler sur Internet, on peut dire des choses, on peut s'y exprimer relativement librement. Et du coup, on s'est dit, ça serait bien de se servir de nos audiences, mais aussi de nos compétences, pour mettre un peu en valeur les témoignages des gens. Et donc, on a eu l'idée du hashtag et l'idée derrière de mettre nos compétences à leur service. Alors, je sais pas du coup, si je vais d'abord parler de la loi El Khomri, peut-être s'il y en a quelques-uns qui ont zappé quelle est cette horreur, avant de continuer sur le collectif. Mais du coup, la loi El Khomri, je vais pas revenir en détail sur les plus de 50 propositions du projet de loi, ça prendrait les 2 heures.
Mais grosso modo, dans les trucs vraiment un peu graves, donc il y a là la phrase qui me fait rire du retour au 19e siècle, mais déjà c'est un massacre des 35 heures, donc je pense qu'on peut clairement parler de retour au 19e siècle. Il y a aussi, et surtout, c'est peut-être la chose la plus importante et la plus terrifiante, c'est un véritable massacre du droit du travail. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que le droit du travail, il est là pour protéger les employés, parce que dans une entreprise, il y a un rapport asymétrique entre l'employeur et l'employé. C'est très simple. Si vous commencez à négocier avec votre patron, évidemment, il peut faire pression sur vous. C'est pour ça qu'il y a le droit du travail qui est là pour protéger l'employé. Et les contrats à l'intérieur d'une entreprise ne se font que s'ils sont favorables à l'employé. Du coup, jusque-là, c'est à peu près honnête. Sachant que ça se passe évidemment déjà pas comme ça, il suffit de lire les témoignages, on vaut mieux que ça pour voir qu'en fait il y a déjà des abus énormes. Mais là, ce que propose la loi El Khomri, c'est de faire toutes les négociations, même si elles ne sont pas favorables, au sein de l'entreprise. Et du coup, on passe plus forcément par le droit du travail. Et c'est catastrophique, parce qu'évidemment, les négociations au sein d'une entreprise, c'est pas en mode donc moi, tu travailles le dimanche, vous dites ah non, j'ai pas envie, tu travailles 12 heures par jour, ah non, j'ai pas envie. Et le patron qui vous fait d'accord, je vais demander à quelqu'un d'autre. Ça se passe pas du tout comme ça. C'est évident qu'il vous faire pression, soit vous de virer, soit qu'il va commencer à vous faire la misère au travail. Donc on connaît l'argument de toute façon il y en a plein qui veulent ta place par exemple, donc voilà, les négociations vont être faites au forceps et on le sait justement, le droit du travail avait été instauré pour éviter, pour rétablir une équité dans ce rapport asymétrique entre un salarié et son employeur. Je me suis posé des questions, j'ai pendant très longtemps raté mon coup et j'ai pas réussi à passionner grand monde avec la philo. Et je me suis posé des questions pour le faire. Et parallèlement, j'étais très critique des médias traditionnels, très critique du savoir au lycée et du savoir universitaire. J'étais très critique de ces choses-là. Et ça fait un moment que je suis sur Internet. Et sur Internet, il y a un adage quand même qui dit écoute, si tu critiques quelque chose, si tu trouves qu'il manque quelque chose, fais-le. Et donc je me suis dit, à un moment, je vais arrêter d'être hypocrite et juste critiquer, et je vais essayer de proposer mon truc. Et c'est là que je suis parti dans ce délire de vulgarisation, et centré sur la philosophie. Et mine de rien, au début, comme je disais, j'avais pas confiance en moi, j'avais aucune compétence technique, je suis pas du tout présentateur. En plus, j'ai un naturel plutôt introverti, alors c'est encore plus difficile de parler à une caméra. Et je me suis dit, et je me suis lancé, et en fait, petit à petit, c'est avec l'expérience que tu prends un peu plus confiance et que tu te dis, tiens, j'ai quand même des choses intéressantes à raconter, et que les gens finissent par te remercier pour ça. Et j'ai envie maintenant que tout le monde s'empare de ces trucs-là. J'ai envie que les médias, ça devienne nous, que ça devienne beaucoup plus horizontal, que l'attention soit distillée au maximum. Ça serait bien qu'un jour, on arrête avec les piédestals de génies, d'artistes, de professeurs au savoir, et qu'on ait plein de citoyens plus ou moins informés, des débats, des gens qui cherchent à sourcer, un peu comme ce qu'on a avec... moi, il y a une plateforme que j'adore qui est Wikipédia, qui pour moi est un vrai exemple utopique. C'est un truc, je pense, qu'aucun philosophe, même le plus idéaliste, le plus utopique, aurait pu imaginer. Et il y a vraiment cette philosophie-là de... On va essayer d'être sérieux, on va essayer d'amener des sources, tout le monde peut participer, il n'y a pas de légitimité. C'est à toi de venir avec ta rigueur, c'est à toi de venir avec ton esprit critique et de travailler. Et moi, c'est un message... auquel je suis beaucoup attaché. Et à propos de Wikipédia, justement, et je raconte une anecdote, je la raconte souvent, mais je trouve qu'elle est quand même assez marquante et qu'elle en dit long sur Internet. C'est une fois, il y a quelqu'un qui me dit « Ouais, mais moi, j'aime pas Wikipédia, parce qu'avant, quand j'allais dans les encyclopédies classiques, je savais, quoi, j'étais sûr. Et maintenant, quand je vais sur Wikipédia, ça m'énerve, parce que je lis un truc, mais je suis pas sûr que c'est vrai. » Et moi, je lui ai répondu « Tu te rends pas compte à quel point c'est magnifique, ça ? Parce qu'avant, du coup, tu prenais le truc pour vérité, et tu te disais, ok, et tu n'allais pas forcément aller croiser les textes, aller faire les choses. Là, maintenant, tu es obligé un petit peu de faire ce travail-là, et c'est formidable, en fait, parce que tu vas aller croiser les sources, tu vas du coup te confronter à des opinions peut-être différentes de ce que tu as lu, et tu as cette recherche-là, ce savoir critique, que normalement on essaye d'enseigner un peu à l'université, tu peux l'avoir comme ça de facto. Et ça se voit, toute la génération Y, toute la génération qui grandit avec Internet, dont on se moque beaucoup, elle a l'habitude de ça. Quand vous voyez passer une connerie sur votre mur, je sais pas moi, les Illuminati vivent au centre de la Terre, vous vous dites, waouh, c'est cool, ça a l'air super bien.
mais vous avez envie de vérifier l'info, quoi. C'est un réflexe, et ce réflexe-là, c'est un des premiers réflexes ultra importants à avoir pour justement proposer quelque chose de critique derrière. Ce qui était très intéressant, je trouvais, et je voulais mettre le point sur ta réponse, c'était le fait que tu nous fasses part de ton expérience personnelle et que tu dises qu'au début tu étais plutôt introverti et que finalement c'était Internet qui t'avait permis de t'ouvrir. Et c'est là où justement je pense que c'est un très beau message pour tous. C'est que finalement, plutôt que de se dire je ne pense pas savoir tout pour en faire une vidéo, je ne prétends pas comprendre mieux que les autres pour leur expliquer sur Internet, eh bien c'est là où on peut se dire si justement il faut essayer, et c'est là où on va faire déjà les travaux de recherche, faire tout ce qui est travail d'autocritique sur soi-même, comment on a trouvé ses sources, et je pense que c'est vraiment le message de l'éducation populaire, c'est tout le monde doit essayer parce que c'est en essayant qu'on développe sa pensée critique et qu'on se cultive finalement. Puisque regarder tout le temps des vidéos d'autres personnes raconter des choses, ce sera toujours moins enrichissant que si jamais on fait une vidéo nous et qu'on a passé une centaine d'heures à bosser le sujet. Donc voilà, je pense que c'est l'encouragement au fait des vidéos. Et en plus, je pense aussi, pour le coup, être un peu un produit d'Internet à ce niveau-là, puisque, alors je vais résumer très très rapidement le concept de maturité de l'internaute de Benjamin Bayard, pour ceux qui connaissent, qui a fait une conférence, je crois que c'est dans l'Internaute 2, je crois qu'elle s'appelle, la conférence, je crois qu'elle est visible sur YouTube, mais il explique ça, il explique ce phénomène, il dit mais comment des kikoulols de 13 ans qui écrivent en langage SMS deviennent à 20 ans des créateurs ? Comment est-ce qu'on explique ce phénomène-là ? Et lui, il pense pas que c'est lié à l'école, que c'est lié... Parce que souvent, c'est des personnes en plus qui viennent de milieux sociaux pas forcément favorisés. Et il dit, mais comment c'est possible ce truc-là ? Et en fait, il parle de maturité de l'internaute et il explique les différentes étapes. Alors, je vais sûrement en oublier. Mais il dit, d'abord, il y a un travail de lurkage, on va lire des articles, on va regarder ce qui se dit dans des forums. Ensuite, on va commenter un truc, et on va commenter, mais comme un gros idiot, quoi. Alors, il le dit, ça c'est niveau 20minutes.fr, vous allez dans les commentaires, et vous les avez tous là, où on va dire, ouais, c'est de la merde, caca, en langage SMS, et du coup, il y a plein de gens qui vont nous dire, ta gueule, enfin, qui vont répondre le même truc, écris correctement, arrête d'être insultant. Donc, il va y avoir ce premier contact-là de prise de parole, qui va, au lieu de gueuler devant sa télé, ouais, Poujadas, t'es un con, on va dire, ouais, t'es un con, sauf que le mec va nous répondre, bah, toi aussi, t'es un con. Et ça, du coup, c'est wow. Du coup, il faut peut-être trouver un terrain d'entente. Et donc, petit à petit, on va commencer à écrire des commentaires un peu plus structurés, un peu plus amicaux, un peu plus gentils. Et en fait, je sais pas, imaginons, vous êtes passionné de cuisine, vous vous y connaissez bien en cuisine, c'est votre petite passion, comme ça, mais sans prétention. Et un jour, vous voyez un article d'une journaliste sur la cuisine et elle écrit une grosse connerie. Et donc, vous vous dites, ah bah merde, c'est couillon. Et donc, vous écrivez un truc, oui, non, par contre, moi, je pense plutôt que c'est ça. Et là, magie, il y a des gens qui vous disent merci, super ton commentaire, il va y avoir des pouces verts ou des trucs qui vont vous mettre en avant. Vous allez peut-être finir en top com avec vraiment plein de gens qui vous disent bravo, super. Peut-être même la journaliste va venir vous dire ah oui, merci, je vais corriger ça, merci de ta participation. Et là, vous allez vous dire waouh, c'est cool, c'est un peu mieux que quand je disais ta gueule à des couillons sur 20 minutes, quoi. Et en fait, du coup, progressivement, peut-être que vous allez continuer à faire ça, à écrire des choses quand vous sentez que vous avez un truc pertinent à dire, que vous avez une certaine expérience, une certaine connaissance de la chose et que vous allez y aller. Et qui sait, peut-être qu'après, du coup je vais ouvrir mon blog de cuisine parce que quand même il y a un certain nombre de gens qui commencent à vous repérer. Puis du coup ce blog de cuisine commence à tourner. Puis vous allez peut-être faire, je sais pas, des vidéos sur la cuisine, des recettes, peut-être faire même vous-même de la cuisine. Et finalement, peut-être en faire votre métier. Et c'est ça qui est extraordinaire et qui est intéressant sur Internet. Et moi je me reconnais parfaitement dans ce truc. Quand j'avais 13 ans, moi je vivais dans le 94, j'étais en collège ZEP. Moi c'était Pokémon et écrire des trucs en SMS, j'étais très loin. Enfin, mon père est ouvrier, ma mère était assistante maternelle pendant très longtemps. Le savoir universitaire ou autre, je l'ai jamais connu dans ces choses-là. C'est en arrivant sur des forums Zelda, des forums Nintendo, et en commençant à essayer de débattre sur le dernier Zelda et en m'arrachant là-dessus, que j'ai pris conscience un peu de toutes ces choses-là et qu'on m'a dit. Puis après on devient modérateur, et puis je suis devenu modérateur, puis j'ai eu mon propre forum, puis j'ai rencontré des gens dessus, dont certains d'ailleurs beaucoup d'ailleurs, c'est assez marrant, on est beaucoup de vidéastes à être de cette époque au forum, et on se reconnaît, on avait d'autres pseudos, et on se dit putain mais t'étais lui, c'est pas possible, quoi. Ça me l'a fait notamment avec Antoine Daniel. En fait on se connaissait depuis très longtemps sans le savoir, via nos pseudos interposés, donc c'est un truc qu'on a beaucoup rigolé
quand on l'a su. Et on était des vrais trolls quand on avait 13 ans, des vrais trolls absolument pas constructifs. Et en fait, au fur et à mesure du truc, il y a cette envie du coup de vraiment créer quelque chose, d'apporter quelque chose. Mais sans ces étapes-là, ça n'aurait pas pu le faire. Et moi, je trouve ça très beau ce qu'il dit Bayard. Il dit que justement, il y a tout le fonctionnement même d'Internet amène à créer des citoyens nouveaux, à créer des citoyens capables d'esprit critique, capables de rigueur, capables d'entraide, capables de discuter, de débattre pour de vrai. Parce que même à la télé, on ne débat pas vraiment, c'est souvent très spectaculaire. Et là, sur les forums et tout, il faut aller se confronter à la foule, il faut aller se confronter à la plèbe. Quand on lâche une vidéo sur YouTube, il faut aller se confronter à tout ça. Et c'est super intéressant, quoi. Peut-être pour continuer ce que tu disais sur ce que tu disais du fait qu'on passe d'un Kikoulol qui écrit en langage SMS à quelqu'un qui pense et qui écrit des commentaires constructifs. Est-ce que tu peux nous parler un peu plus du site Solitude sur lequel tu écris beaucoup et dont je me demande même si tu es l'initiateur Oui, Solitude, c'est mon site web, ouais. Voilà. Et du coup, est-ce que tu peux nous parler maintenant, un peu plus alors, de ça? Solitude, c'est intéressant. Ouais. Donc, ouais, c'est une plateforme que j'ai créée au tout début de ma chaîne. Enfin, même, je l'ai créée avant, même. Qu'est-ce que je raconte? En fait, Solitude, d'abord, avant de faire des vidéos, je me suis dit, je vais créer un blog. Donc, j'ai créé solitude.fr, Solitude avec un S, sur lequel j'ai invité 2-3 amis à venir écrire des trucs. Très rapidement, je me suis dit, ouais, mais bon, faire du papier sur Internet, c'est pas très intéressant. Il faut profiter de l'interactivité. On a créé des BD, de vulgarisation de philo. Et puis après, je me suis dit, tiens, on va carrément aller dans la vidéo. Et après, la vidéo prenait tellement de temps que j'ai un peu léché le truc. Et j'ai relancé après, vu que j'avais cette fois un petit peu de notoriété, donc je pouvais contacter des gens, le truc pour faire un forum, comme à l'époque, parce que j'étais très attaché à ça. Et ce qui est intéressant dans l'expérience Solitude, c'est que, pour moi, c'est une réussite dans le sens où maintenant, la communauté qui est dessus est encore ultra active et organise, mais tout le temps des trucs. Vous allez sur Solitude, vous allez voir, il y a des rencontres, des débats, il y a des trucs tout le temps. Donc c'est absolument hallucinant. Mais moi, du coup, je me suis un peu séparé avec le temps parce que j'ai initié le truc, mais maintenant, j'ai pas forcément de place. Moi, j'ai pas le temps de me consacrer à un forum, donc c'est quand même une communauté avant tout. Et du coup, je m'en suis un peu éloigné, mais du coup, maintenant, c'est entièrement autogéré par les membres de Solitude. Et je trouve que c'est quand même une belle expérience. Et c'est un truc tout bête qu'il est possible de faire avec pas beaucoup d'abonnés, parce que je l'avais fait à cette époque comme ça. Et souvent, on discute, on a des grands rêves de relancer les forums. Mais ça, je pense que c'est notre nostalgie à nous d'avoir connu. Voilà, c'est comme il y en a, les chats IRC leur manquent. Chacun son truc, quoi. D'autres questions? Oui, ici. Bonjour, moi j'aurais 2 questions spécifiques à la loi du travail. Est-ce que vous prononcez contre la suppression définitive de la loi du travail ou est-ce que vous pensez que certaines choses dans cette loi peuvent être bénéfiques? Comme par exemple, on met souvent en avant, le gouvernement met souvent en avant la question du référendum dans les entreprises. Vous parlez de démocratie, est-ce que pour vous ça va vers plus de démocratie? Et la deuxième question, j'étais tout à l'heure à l'amphi, à midi à la galerie des amphis où il y avait toutes les associations justement qui exposaient leur point de vue. J'ai entendu beaucoup de critiques sur la loi, mais malheureusement aucune proposition, aucune contre-proposition. J'aimerais bien savoir quelles seraient vos... Justement, parce que vous avez parlé beaucoup de chômage, quelles seraient vos propositions pour lutter contre ce chômage-là? Dans le collectif, au niveau du collectif, déjà, nous, on appelle à la mobilisation. Après, on a tous des opinions différentes, on a tous des sensibilités différentes, et en plus, on essaye de garder quand même une certaine neutralité pour que justement être le plus inclusif possible et que du coup on reçoit des témoignages de tout le monde, on reçoit des témoignages autant de chefs d'entreprise, d'auto-entrepreneurs que de caissiers à Monoprix. Et donc ça c'était important pour nous. Donc là-dessus je peux pas la position du collectif c'est on va se mobiliser contre cette loi qui n'est bénéfique pour personne sauf les grands patrons du MEDEF, mais vraiment les grands, même pas les PME. Les PME, elles sont pas forcément intéressées à faire travailler 12 heures par jour le dimanche, alors que Carrefour City est en train de détruire tout ce qu'ils essayent de faire dans leur coin. Donc ça, ça en tout cas, notre position là-dessus, elle est claire. Pour ce qui est des solutions, là encore une fois, moi sur ma chaîne, je propose depuis un certain temps des choses comme un changement de système. Je trouve que le gouvernement représentatif ça ne va pas, donc je propose de la démocratie directe, de la démocratie liquide. Je pourrais en parler s'il y en a qui ne connaissent pas après. Je propose des choses comme ça. Il y a le salaire à vie, il y a le revenu de base, il y a la contribution créative. Moi je suis militant libriste, donc je milite pour les communs, pour le Creative Commons, pour l'abolition du droit d'auteur. Il y a beaucoup de choses comme ça, mais ça c'est mon cas personnel.
Il y a plein d'idées à créer et justement je pense que les décisions pour une fois doivent être prises collectivement. Mais sur la loi, bon, tout à l'heure à l'AG peut-être il n'y avait pas forcément de propositions qui étaient faites parce que là déjà il faut se mobiliser contre quelque chose déjà avant tout. Mais il me semble que la CGT dans son appel il réclame les 32 heures, il réclame le SMIC à 2200 € par mois. Enfin ils disent pas juste contre la loi, ils réclament aussi un certain nombre de choses. Hein. Ça dépend après des syndicats, ça dépend des convictions, mais ils réclament aussi un certain nombre de choses. Voilà, après pour peut-être continuer la réponse, après je passerai la parole à Julien qui veut aussi répondre je pense. Pour te répondre, tu dis déjà que on râle beaucoup, voilà, mais on donne pas beaucoup de solutions. Justement pour l'instant, voilà, il faut surtout montrer que ce projet ne nous convient pas. Et les solutions, c'est pas forcément nous qui allons les donner. C'est peut-être chacun qui va penser à des solutions, lire des bouquins comme, je sais pas, L'éloge de l'oisiveté de Bertrand Russell, un de mes livres favoris, où là tu as des réelles solutions pour un nouveau monde du travail, ou pour un nouveau monde tout court. Du coup, voilà, la réponse ce serait peut-être de se dire que c'est d'abord en manifestant contre un projet qu'on arrivera peut-être à réunir beaucoup de monde et qu'une fois que tout ce monde sera réuni, on pourra réfléchir à un projet de société peut-être meilleur que simplement travailler plus pour gagner moins. Donc, bonjour, Roman, je suis étudiant ici à l'IEP. Et donc déjà, merci beaucoup pour votre présence. Et merci à Julien et à Tout un cheveu sur la langue pour avoir organisé cette conférence. On a parlé un peu des idées de la reprise politique, et justement j'ai une question sur ça. J'ai vu que Mélenchon il faisait une web TV maintenant, et c'est une idée qu'il a repris je crois de Podemos. J'ai vu qu'il y a des gens aussi dans la salle qui affichent leur parti, et ça je le respecte totalement. Et donc ma question c'était, est-ce que vous n'avez pas peur qu'il y ait une reprise de votre mouvement par des partis, donc que ce soit le PCF, le FN même, ou le Front de gauche? La récupération politique, il y en a eu de partout. Pour ce qui est, alors il y a plusieurs points intéressants dans ta question en fait. Déjà pour ce qui est de l'émission de Mélenchon, moi à la limite je trouve ça bien, c'est pas plus mal. Surtout qu'il a réussi à avoir du coup une invitée qu'on voit clairement rarement à la télé. Après l'émission c'est pas ça quoi en termes de rythme, c'est vraiment très très lent, c'est vraiment peu intéressant et c'est dommage. Mais ça, je suis pas contre. Il y a Marine Le Pen qui fait des lives sur Facebook maintenant. Non, mais ça marche bien. C'est intéressant de les voir s'intéresser à ça. Après, quand on voit le fiasco qu'a été le compte Loi Travail, qui clairement est une réponse à notre hashtag, bon, ils ont toujours pas vraiment compris comment ça fonctionne et c'est ce que je disais tout à l'heure avec l'empowerment. Le site de Juppé, le site de Mélenchon, ils sont construits sur Nation Builder, je crois. C'est le truc d'Obama. Alors c'est un logiciel qui vaut super cher, mais en gros c'est plein de techniques pour amener à l'engagement. Ça va être les techniques classiques qu'on a justement dans la psychologie sociale. Le pied dans la porte. D'abord on va te dire soutenir, mais ensuite tu vois pour t'amener progressivement au don et que tu donnes quelque chose, mais on t'y amène un petit oui, puis un plus grand oui, etc. Mais encore une fois, l'engagement qu'ils demandent, c'est un engagement vers eux. Et ça, en fait, sur Internet, ça marche pas forcément très bien. Dans les récupérations qu'il y a eu du hashtag On vaut mieux que ça, il y a beaucoup de gens qui ont dit que c'était génial. Ils n'ont jamais parlé des témoignages. Ils ont dit c'est super, il y a une mobilisation, il y a 1,5 million de vues. Enfin, ils parlaient toujours des chiffres, ils parlaient toujours de les médias traditionnels. Quand ils nous appelaient, c'était toujours ah vous êtes contents, vous avez fait tant de vues. Et nous on disait oui, mais enfin on aimerait surtout mettre en valeur les témoignages parce qu'on parle de harcèlement quoi. On parle de suicide, on parle pas de choses drôles. Donc ça serait bien de mettre ça en avant. Et moi je me souviens de Benoît Hamon qui a gueulé on vaut mieux que ça, enfin qui a repris le slogan et qui a juste raconté ça. Et en fait, basiquement, ils peuvent pas réellement en parler parce que s'ils devaient en parler, la plupart des tweets sont quand même assassins envers les politiques, ils sont assassins envers justement le régime actuel, etc. Donc c'est pas forcément quelque chose qu'ils ont envie de mettre en valeur. Mais au niveau de la récupération politique, tout le monde nous a contactés dans tous les sens pour nous proposer tout et n'importe quoi. Heureusement, nous, on est quand même, je pense, un petit peu malin. On a un peu d'expérience, on a analysé les médias, comment ça fonctionne, on a analysé le monde politique et la sphère politique. Ça fait un moment qu'on l'a déconstruit sur YouTube. Je pense aux Ont causé, le Stage d'Irid, Fil d'actu, Usul. Du coup, on ne s'est pas du tout laissé impressionner. Il y a une phrase de Ludo qu'il a dit dans une interview, je ne sais plus où, qui me fait beaucoup rire, où il dit « On a suffisamment d'expérience pour savoir nager entre les requins ».
J'étais très content qu'ils sortent ça. Mais du coup, nous, non, de toute façon, c'est non. On fait pas attention, quoi. On dit non. On est content s'ils disent, s'ils mettent en avant des témoignages, s'ils utilisent le truc, pourquoi pas, quoi. Le parti de gauche, ils ont utilisé hashtag on vaut mieux que ça dans tous leurs tweets après. Hein. Pourquoi pas? Tant que ça dépasse. Mais nous, on va pas s'affilier du tout à un parti. Pourtant, c'est pas faute. Certains ont essayé. Hein. Certains ont vraiment essayé de nous récupérer. Ils ont été à la limite du harcèlement. Je sais pas si je vais forcément le dire là. Bon, on va quand même l'UNEF. Hein. Déjà, il y a l'UNEF qui vraiment. Comment il s'appelle, William il a vraiment essayé de nous contacter par tous les moyens. Caroline de Haas aussi, évidemment, qui est derrière la pétition la loi travail.lol. Mais nous, en fait, on n'a pas les mêmes objectifs. On n'a pas d'agenda politique. On prépare pas la primaire en 2017. On s'en fiche. Nous, notre but, c'était de mettre des témoignages en avant, pas se glorifier avec quelque chose. Du coup, forcément, notre démarche est plus authentique, les gens le ressentent, je pense. Et un des exemples assez marquants, c'est que nous, dès que les médias nous contactent, par exemple, on dit non, mettez plutôt en avant les témoignages. Et là, il y a France 2 qui était venu nous voir, je crois, ou France 3, je sais plus, pour faire un truc sur les jeunes précaires. Et qu'on dit, est-ce qu'il y a des gens dans votre collectif qui veulent bien, qui sont jeunes précaires et qui voudraient pour le reportage? Du coup, nous, on répond aux journalistes, nous, on est occupés à bosser là, mais allez voir des jeunes, quoi. Enfin, il y en a partout, des jeunes précaires, sortez de chez vous et allez les voir. Donc, si vous voulez qu'on fasse un relais sur notre page, et le mec a été très cool, il a dit ah oui, carrément. Donc, on a fait un relais sur la page. Donc là, c'est quand même une démarche très bienveillante et très cool. Et direct, les commentaires sur ce truc, c'était n'allez pas aux médias, n'y allez pas, surtout faites attention à eux, ils vont essayer de récupérer le truc, ils vont faire des porte-paroles, ils vont camoufler les trucs les plus durs, n'y allez surtout pas, etc. Enfin, la réaction était ultra hostile, alors que là, c'était quand même quelque chose de bienveillant. Et c'est très intéressant. Et du coup, je pense que c'est ça aussi qui fonctionne dans notre démarche et qui est nouveau aussi pour beaucoup de gens. Ils ont l'impression que ça y est, ils vont pouvoir parler eux-mêmes, quoi. Ils n'ont pas forcément besoin de s'associer à quelque chose. Bonjour, moi c'est Sylvain. J'avais juste une petite question à poser en rapport à un principe qui existe en France. C'est le principe de non-assistance à personne en danger. En fait, du coup, à partir du moment où on rencontre quelqu'un qui est dans un danger imminent, il faut absolument aller l'aider, sinon on est condamnable. La question que je voulais poser, du coup, c'est que il existe énormément de personnes aujourd'hui en France qui sont éduqués, qui sont étudiants ou qui sont vidéastes et qui ont énormément de formation en politique ou en éducation populaire. Et ce que je comprends pas, c'est que comment se fait-il que ce genre de collectif ne soit pas monté avant, étant donné que c'est quelque part, quand on est témoin de la précarisation et de la paupérisation de la population, on est quand même on rentre dans un processus de non-assistance à personne en danger, étant donné qu'on n'est pas qu'on va pas aider tout de suite. Donc voilà, c'était juste pour savoir pourquoi pas avant. Bah, c'est tout nouveau. Comme j'ai dit, il y a 6 mois, on n'était pas beaucoup à faire de la politique sur YouTube déjà. Là, ça commence et je pense que dans 5 ans, ce sera complètement différent. On sera plus une vingtaine, on sera peut-être 200, 300 à faire vraiment des trucs très intéressants. Donc déjà, je pense qu'il y a ça. Puis nos démarches inspirent d'autres démarches. Usul m'a inspiré à faire ce que j'ai fait. Je pense que derrière, j'en ai inspiré aussi un certain nombre à se lancer. Mais ça prend du temps, quoi. Enfin, moi, quand j'ai commencé il y a 3 ans, même, c'est une question d'audience aussi. On n'aurait peut-être pas pu faire un truc comme ça si on n'avait pas un minimum de notoriété pour certains d'entre nous, quoi. Donc je pense qu'aussi c'est une question de temps. Mais en tout cas, c'est la preuve qu'il y a des choses qui vont se faire. Je pense que maintenant, quand il y aura un gros truc comme il y a là avec la loi El Khomri, il y aura vraiment beaucoup de mobilisations sur Internet qui vont naître de citoyens ordinaires. Et c'est ça qui est intéressant, et je pense qu'on assiste à quelque chose sans précédent et de nouveau, et moi qui me rend plutôt optimiste. Je te laisse poser ta question et je prendrai la parole juste après toi. D'accord, c'est vrai. Je voulais juste réagir sur ce que tu as dit tout à l'heure. Tu as dit que par exemple le Front de gauche s'était emparé du hashtag on vaut mieux que ça. Moi, de ce que j'ai vu quand je suis passé un petit peu sur Twitter, ils n'ont pas repris on vaut mieux que ça, ils ont repris on veut mieux que ça. Et c'était beaucoup du Front de gauche que ça venait, quoi. Ah ouais. Et ouais, c'était pas la même chose. C'est là qu'on voit qu'il faut faire extrêmement attention aux mots, parce que quand on dit on vaut mieux que ça, le hashtag que vous avez trouvé, qui est d'ailleurs très bien pensé, on dénonce le fait qu'on subit une violence, c'est-à-dire on ne mérite pas ce qui nous arrive, quoi. On vaut mieux que ça, donc c'est vraiment une revendication qui est tout à fait légitime. Quand on dit on veut mieux que ça, alors là on se pose c'est pas du tout la même idée, on se met en position de quelqu'un qui se plaint, en fait, qui est
voilà, qui râlent. C'est pour ça, faire très attention. Vous voyez, à mon avis, des agents de com derrière de ça sort pas de nulle part. Les mecs, en changeant une lettre, ils changent entièrement le sens du truc profond. Donc, je sais pas, je croyais qu'ils... Enfin, moi, je les ai vus tweeter avec on vaut mieux que ça. Après, on en a vu des on veut bien plus, ça nous a fait beaucoup marrer. Voilà, tu vois, ça va... D'abord, on veut mieux que ça, ensuite, ça passe on veut bien plus. Enfin, tu vois comment ça dérive, quoi. Juste, il est 30, donc il y a la conférence de École ici et maintenant qui va commencer. Donc ceux qui veulent y aller, voilà, ça s'appelle Regard croisé sur les Roms. Bah allez-y, ceux qui veulent rester, continuer le débat, restez. Voilà. Et peut-être la question que je voulais te poser, c'était dans une de tes dernières vidéos, tu parlais de comment YouTube conditionnait la création artistique sur Internet. Et justement, c'est là où pour l'instant vous êtes un peu dans une situation d'opposition politique grâce à YouTube, j'ai envie de dire, plutôt grâce à Internet, mais pour l'instant vous êtes sur YouTube. Est-ce que vous ne pensez pas qu'à un moment, si le mouvement prend beaucoup d'ampleur ou dans les années à venir, que YouTube ne sera plus une plateforme adéquate pour des revendications politiques, sachant que YouTube c'est Google c'est une très grosse entreprise avec un gros patron, et quand tu commences à dire que le gros patron c'est pas forcément quelqu'un de très gentil, est-ce qu'il va vous garder sur YouTube? Et est-ce que vous pensez déjà à créer votre propre plateforme ou à déménager progressivement vers un modèle plus autonome? Alors c'est cool que tu me poses cette question. Oui, pour l'ogre Google, le fameux ogre Google, alors il y a plein de trucs, hein. Moi déjà, je suis assez proche, du coup je disais je suis militant libriste, donc moi je suis assez proche de Framasoft qui est une association de défense de la culture libre, qui propose beaucoup de logiciels libres, très simples d'utilisation, qui essaye justement d'apporter ça un peu à tous ceux qui n'ont pas forcément l'usage, et qu'on fait une campagne magnifique, dégooglisons Internet, qui explique pourquoi Google est un problème, pourquoi son hégémonie est un problème, qui propose des solutions concrètes, quel outil justement au lieu d'utiliser Google Doc ou des choses comme ça, qu'est-ce qu'on peut faire, qui propose des pistes de solutions pour les choses pour lesquelles pour le moment on n'a pas vraiment de moyens techniques. On avait déjà pensé à par exemple mettre mes vidéos sur Framatube. Le problème de Framatube, c'est que même moi, avec ma petite audience, si je lance une vidéo là-dessus, leur serveur, il pète complet, quoi. Et les mecs, ils ont déjà pas beaucoup de budget, donc c'est pas possible. Alors imaginez un Antoine Daniel, par exemple, c'est juste pas envisageable. Mais du coup, on réfléchit à ça. Donc après, il y a des idées, hein, de faire, par exemple, un truc peer-to-peer, ça se fait pour Facebook par exemple. Il y a Diaspora. Bon, Diaspora, ça marche pas forcément super bien, c'est pas forcément très attirant. Mais en tout cas, pour le réseau social, ça fonctionne très bien, parce que si vous allez sur Facebook, c'est pas pour la marque Facebook, c'est pour discuter avec des amis, c'est pour l'outil en fait. Du coup, ça c'est très faisable. Pour la vidéo, c'est envisageable avec Popcorn Time, mais comme je le disais, il y aurait quand même eu un problème de vitesse. Moi, mes vidéos, tout le monde est en train de les regarder tout le temps, il y a tout le temps des petits spectateurs qui regardent, donc les vidéos seraient facilement visionnables n'importe quand. Un vidéaste moins connu, si personne regarde sa vidéo, personne pourra la partager en peer-to-peer. Du coup, sa vidéo ne sera pas forcément vue. Il y a des problématiques comme ça à résoudre, mais il y a des pistes, il y a des choses qui sont creusées dans ce sens-là. Non, moi j'espère qu'un jour on pourra se passer quand même de Google. De Google. Après, les vidéos, c'est intéressant parce que justement, ça, c'est un truc qui faisait beaucoup rire, que les journalistes ne comprenaient plus. C'est que par exemple, le fil d'actu et Osons en causer, ils ont une chaîne Facebook. Parce qu'ils cartonnent surtout sur Facebook. Pour vous donner un ordre d'idée, ma vidéo d'appel à la mobilisation, c'est 70 000 vues sur YouTube, là, en une semaine. Et c'est 300 000 sur Facebook. Parce qu'en fait, Facebook, dans ses algorithmes, est en train de privilégier la vidéo pour détruire YouTube. Donc en fait, ils cachent un peu les liens YouTube dans le fil d'actualité et ils mettent en avant les vidéos. Vous devez voir, en ce moment, il y a tout le temps des vidéos dans votre fil d'actualité Facebook. C'est pas pour rien. C'est parce qu'ils essayent vraiment de lancer leur YouTube à eux pour que les gens restent sur Facebook. Et du coup, en ce moment, c'est plus intéressant pour un créateur, si on veut être vu, de commencer sur Facebook que sur YouTube. Donc c'est vraiment tout nouveau, ça. Hein. Ça date d'il y a même pas 4-5 mois. Hein. Et ils sont en train de développer derrière leur Content ID, ils sont en train de développer des logiques de monétisation, ils sont en train de développer tout ça, et ils veulent vraiment concurrencer YouTube. Et YouTube flippe pas mal. Alors c'est pas mal, vaut mieux qu'il y ait un peu de concurrence d'ailleurs. Après, pour ce qui est de la censure directe, je pense pas, c'est quand même des plateformes de liberté d'expression. Je pense pas qu'ils vont... Non, mais s'ils le faisaient, c'est clair que les gens iraient ailleurs. Tu vois, moi, tu me censures de YouTube, je vais sur Facebook, je vais sur Dailymotion, je vais sur Vimeo, je sais pas, je vais ailleurs. Quitte
quitte à aller sur Framatube, quoi, ou de m'acheter un serveur parce qu'on me censure. Après, via le droit d'auteur, il y a des censures énormes qui sont faites. Les vidéos d'Usul sur YouTube, elles sont quasiment introuvables parce que, justement, France 2, machin, etc., essaient de censurer en disant on a des extraits. C'est pour ça que moi, dans mon nouveau concept, je mets plus du tout d'extraits et je mets que des trucs libres de droit et qu'il n'y a pas de musique, et qu'il y a pas... parce que comme ça, au moins, je suis assuré qu'on va pas me censurer par droit d'auteur. Et c'est un truc qui se fait beaucoup. Hein. Il y a Kalima qui tient un blog dans lequel chaque semaine il fait des copyright madness où justement c'est des abus du droit d'auteur pour de la censure ou pour des choses complètement débiles. Et chaque semaine, il y a des trucs énormes. Hein. C'est un truc à aller voir, ça aussi. Et sur toutes ces questions-là, il y a aussi plein de pistes à creuser. Il faut vachement s'intéresser à ce que fait Google. On parlait de mécanisation. Là, moi, ça m'a fait beaucoup rire quand il y avait le truc taxi Uber. Aujourd'hui, je ferai une vidéo sur le sujet. À l'époque, j'en ai pas fait. Mais parce qu'il y avait tout ce truc il y avait toute une controverse sur les taxis Uber, avec les gens qui se disaient « ouais, non, Uber, c'est bien, etc. » Mais en fait, Uber, de toute manière, leur but, dans quelques années, Uber, ils ont investi 1 milliard dans les voitures sans volant, et le premier actionnaire de Uber, c'est Google, qui produit les Google Cars. Donc je pense que vous voyez à peu près le tableau qui est en train de se dessiner. Bientôt Uber, c'est des voitures sans volant, ça coûtera que dalle, ce sera super pratique, et tant mieux, parce que taxi, c'est peut-être pas le métier le plus plaisant du monde, donc quelque part peut-être tant mieux. Mais il y a ça, et quand on voit qu'ils vont avoir Google Car, qu'ils ont Google Doctor, où on pourra discuter avec un docteur directement chez soi, qui commence à réfléchir à la nanotechnologie pour mettre à l'intérieur de nous, qui récupèrent toutes nos données, Edward Snowden a dévoilé toutes les backdoors qu'ils avaient données à la NSA, qu'ils ont financé des armées privées dans les conflits en Afrique. Alors voilà quoi, Google, le délire que Google pourrait devenir un État plus puissant que les États et qui échappe à tout parce qu'ils ont des lobbies immenses. Google fait des pressions de dingue, rien que sur les médias. La plupart des médias, comme le modèle sur Internet est publicitaire, pour être vus, ils vont respecter les métadonnées de Google et donc faire des titres un peu putaclic, comme on dit, pour justement apparaître en haut. Et du jour au lendemain, des fois, Google change complètement son système et du coup, ils se retrouvent tout en bas. Et ces gens-là sont complètement dépendants de Google. Ce qui fait que quand il y a des négociations qui se font, au lieu de eux-mêmes, les journalistes eux-mêmes, les plateformes elles-mêmes, au lieu de se défendre, elles vont aller dans le sens de Google parce que sinon Google dit ok, on vous déférence. Et comme on ne peut pas faire sans Google, ils sont en position de domination, ils sont en position d'hégémonie, quoi. C'est très intéressant aussi d'aller voir toutes ces choses-là. Si vous avez des questions là-dessus, je veux bien. Oui, simplement, déjà merci pour la création de ce comité, merci à toi, merci à Usul. Moi je suis un gros fan d'Usul, il faut absolument regarder les vidéos de mes chers contemporains. Je pense que c'est une nécessité de les regarder. Bref, mais sinon pour revenir un peu sur la loi, je pense qu'il y a un truc qui manque quand même, c'est que c'est extrêmement bien d'expliquer en quoi cette loi est vraiment un retour sur les droits des travailleurs. Après, moi je sais que j'en ai parlé à pas mal de gens et qui me disaient que dans un contexte où il y a un chômage énorme, si c'est ce qu'il faut pour faire baisser le chômage, alors peut-être effectivement il faut la mettre en place. Et donc je pense que c'est important d'expliquer en quoi non seulement c'est un retour sur le droit des travailleurs, mais en plus ça ne fera pas baisser le chômage en fait. Je pense que ça manque un peu. On a trop tendance à accentuer sur le côté un peu social et on a un peu tendance à dire oui mais de toute façon l'objectif visé va merder parce que ça ne marchera pas. On n'a aucun exemple dans l'histoire économique un exemple qui ferait qu'en donnant plus de possibilités au patronat, ça fait baisser le chômage. C'est pas les solutions économiques apportées. Et ça, je pense que ça serait intéressant de l'expliquer aussi. Je suis d'accord. Et c'est ce que j'ai dit. Vendredi, sort une vidéo sur la croissance et le chômage sur ma chaîne qui s'appellera « Non, la croissance ne nous aidera pas à aller mieux ». Et où j'expliquerai justement que tous les discours idéologiques qu'on entend, la croissance va permettre de lutter contre le chômage sont faux, puisque le chômage de toute manière va augmenter. Et la troisième vidéo qui sortira la semaine d'après, c'est pourquoi votre travail va disparaître, et dans laquelle j'arrive avec
plein de sources et plein de trucs très sérieux, a démontré que bah oui, on sera à 50% de chômage dans quelques années et que du coup, il va peut-être falloir transiter vers un autre modèle de société. Et moi, je suis pas contre, hein, je suis vraiment pas contre qu'il y ait que caissier, il n'y ait plus de caissier, quoi. C'est vraiment un métier de merde. S'il peut disparaître, qu'il disparaisse, quoi. Moi, j'ai fait caissier, je sais ce que c'est, je peux vous dire que c'est vraiment pas plaisant. Et si des robots peuvent nous remplacer pour ça, mais allons-y, clairement. Mais du coup, derrière, il faut créer une autre société beaucoup moins concurrentielle et dans laquelle tu n'as rien si tu travailles pas. Il faut du coup peut-être aller vers des solutions comme le salaire à vie qui remettrait en avant la vie associative, le travail artistique, la collaboration dans la société plutôt que la concurrence. C'est des vrais changements de fond et il va falloir aller vers ces choses-là. Mais moi, je suis très optimiste en fait que justement on aille vers plus de chômage et qu'on aille vers toujours plus bas. Parce qu'en fait, c'est ce qui fait qu'à un moment, on va devoir choisir des choses. Et c'est à ce moment-là qu'il faudra être vraiment vigilant pour choisir les bonnes solutions et pas peut-être des mauvaises, quoi. Pour compléter et rajouter une source, je l'ai déjà dit une autre fois pendant cette conférence, c'est l'éloge de l'oisiveté de Bertrand Russell. Ce philosophe économiste, on va dire, il propose justement des journées de travail de 4 heures. Et l'intérêt, il est là. C'est que demain, on aura beaucoup moins de travail puisque les machines nous remplaceront et il faut prendre ça comme une opportunité. Se dire que du coup, on aura 2 fois moins de travail. Donc, travaillons 2 fois moins de temps. Travaillons à mi-temps. Mais en étant payé au même salaire qu'un temps plein. Donc, ça va avec des mesures comme le salaire à vie ou le revenu de base. Et ça, à quoi ça peut qu'est-ce que ça peut amener ? Ça peut amener une chose très claire, c'est que si vous travaillez que à demi-journée, à mi-temps, vous avez la moitié de la journée pour faire des activités culturelles. Vous politisez, faire ce que vous avez envie de faire, sortir de l'aliénation du travail. Là, c'est un grand mot qui vient de sortir de ma bouche. Marx le voyait déjà, mais c'est ça, c'est travailler moins pour penser plus. Et c'est pour ça que avant, on disait oui, vous râlez beaucoup, mais vous proposez pas beaucoup de choses. Et ben, une des plus grandes propositions, je pense, que la vraie gauche peut amener, c'est celle de la réduction du temps de travail, puisque c'est la seule qui permettra l'émancipation de l'être humain. Et même, ce qui est intéressant dans les controverses revenu de base, salaire à vie, par exemple, dans beaucoup de propositions, le revenu de base, alors moi je le critique pas totalement comme certains le font, parce qu'il y a des propositions qui ressemblent de toute manière à ce que propose Frio, mais c'est vrai que dans un certain nombre de propositions, ça va être en gros on vous file 1000 balles, mais derrière vous perdez vos droits, sécu, machin, donc en fait vous êtes complètement perdant. Il faudra faire vraiment très attention à ça, parce que le jour où, je sais pas, vous avez une appendicite, vous allez devoir donner je sais pas combien d'argent d'un coup, donc ça risque de pas être terrible. Mais sur le salaire en vie, en fait, l'idée qui est très intéressante, c'est ce qui part Frio, c'est qu'il part sur déjà qui aurait un échelonnement qui serait délimité, comme ça éviterait les gros écarts de richesse dans la société et donc des inégalités, et que vous commencerez à 1500 net de base. Vous avez 18 ans, vous avez 1500 net. Peu importe ce que vous faites. C'est-à-dire que si par exemple vous vous dites, bah tiens, j'ai envie de faire des vidéos sur YouTube, ou que si vous avez envie d'être artiste, vous pouvez prendre 10 ans pour construire votre projet. Si ça vous prend 10 ans, ça vous prend 10 ans. Peut-être qu'après vous produirez quelque chose économiquement qui apportera, ou intellectuellement qui apportera à la société. Mais vous pouvez vous prendre vos 10 ans. Vous pouvez aussi être totalement bénévole, 100 heures par semaine si vous avez envie. C'est pas un problème, quoi. Puisque vous aurez votre salaire à vie, et si ça vous convient, bah ok, on y va. Et par contre, lui, il disait que du coup, il pourrait y avoir des niveaux de qualification, notamment par rapport à la valeur de la fonction. Quand on est médecin, ça peut être intéressant quand même d'être payé un peu plus, mais quand on fait un métier pénible, les fameux métiers que personne ne voudront faire, aujourd'hui, quand vous êtes caissier, chauffeur de bus, et vous êtes payé au SMIC, vous êtes payé au lance-pierre, et c'est des métiers qui sont très durs. Et ben justement, on sait très bien qu'avec une proposition comme ça, un certain nombre de travail vont disparaître. Notamment tout ce qui est télémarketeux, qui vous appelle pour vous enquiquiner avec une offre d'abonnement à Canal+, ou j'en sais rien, ça va disparaître. Et tant mieux que ça disparaisse, puisque personne ne les fera. Ces métiers, c'est fait pour manger. Personne n'aura envie de faire ces trucs-là. Mais par contre, à un moment, il faudra ramasser les ordures dans la rue. Et ça, les robots pourront peut-être pas tout faire. Et ben, du coup, ça serait intéressant que ceux qui gagnent 4 000 € par mois, ce soient ces gens-là. Et du coup, on pourrait peut-être imaginer, au lieu de faire 35 heures, 4 000 € par mois, bah, des gens qui font 8 heures, mais qui touchent 1 000 € en plus
parce qu'ils font ce truc pour la collectivité. Ça, c'est des idées qui, du coup, changent complètement le rapport à la société, et c'est super intéressant comme proposition. C'est pas juste l'idée d'avoir de l'argent. Et je me rappelle d'un petit débat, où on avait eu un petit débat comme ça avec des libristes, et où à un moment, il y a un gars, un libriste, qui me dit « Bon, moi, il y a un argument auquel j'arrive jamais à répondre, c'est ouais, ok, imaginons une société sans droit d'auteur, une société salaire à vie, ok, et du coup, Star Wars 7. Parce que du coup, moi j'aime bien quand même le capitalisme des fois, parce que Star Wars 7, parce qu'on pourrait peut-être aller sur Mars, il m'avait raconté ça. Et j'avoue, moi sur le coup, je savais pas trop quoi répondre, et il y a quelqu'un qui a répondu un truc brillant, qui a dit « Non mais attends, déjà il n'y a plus de droit d'auteur, t'en as 500 des Star Wars par an. Parce que tout le monde peut faire son Star Wars. Donc tu auras 495 merdes, mais tu auras 5 films qui seront peut-être meilleurs que celui de J.J. Abrams. Donc déjà, ça c'est cool. Il y aura tous les dons, les gens qui pourront travailler bénévolement parce qu'ils ont un salaire à vie ou des trucs comme ça. Et quand on voit en robotique, les choses qui progressent le plus, c'est tout ce qui est open source, parce que tout ce qui est bridé par des brevets, des mandats, des trucs, les gens ne progressent pas. Quand quelqu'un peut juste changer une erreur sur une ligne de code, ou un autre composer toute une partie d'un logiciel, quand des gens peuvent traduire dans plusieurs langues, on est sur des tours de Babel, quoi. On est sur des trucs qui sont immenses. Et moi, je trouve ça très intéressant que peut-être que dans quelques années, quand on a l'esprit d'entreprendre, on se dira pas tiens, je vais créer une entreprise, du coup il faut que j'ai tant de bénéfices pour avoir des salariés. On se dira tiens, on va avec sa bande de potes, on prend notre salaire à vie, on gagne rien, on s'en fout, on investit tout notre argent dans notre projet et on part comme ça. Et du coup on dégage le truc en open source, comme ça peut-être que en Australie il y en a qui vont venir nous aider sur notre projet, etc. Et du coup on créera des trucs vraiment collaboratifs. Ça c'est une idée que moi je trouve fascinante, quoi. Imaginez un peu la société dans laquelle idéale un peu dans laquelle on vivrait avec ça. Des choses formidables qui se créeraient tous les jours. Et Wikipédia géant. On va prendre une autre question. Moi, je m'intéresse pas mal à tout ce qui est démocratie participative. Et tu l'as dit tout à l'heure, toi aussi, tu t'intéressais pas mal. Et il y a une question que je me suis toujours posée, c'est pourquoi on dit toujours que la démocratie participative, ça fonctionne pas, c'est compliqué à mettre en place, alors qu'on a un outil génial qui s'appelle Internet, qui permet justement de briser les liens entre les élus ou pas. Le problème, c'est que les élus se servent de leur compte Twitter comme ils se servent des médias et des caméras, un peu comme leur façade. Alors, c'est quelque chose de beaucoup plus interactif. Et il y a quelque chose, une anecdote qui est en rapport avec la loi M. Koldrick qui m'a surprise mais en bien, c'est que je suis allée signer la pétition. Et d'habitude, comme je suis une pétition, je dis je le fais parce que je veux participer au mouvement, mais je m'en doute que les politiques, une pétition sur Internet, ça se trouve... ils se disent, voilà, Internet râle encore, il y a des pétitions, tout ça, mais ça leur passe dessus. Et en regardant les commentaires, j'avais vu que El Khomri avait répondu directement. Elle n'avait pas fait un petit entretien, un communiqué, non, elle avait répondu directement. Et je pense qu'elle a dû... Je ne sais pas ce qu'elle avait derrière en tête quand elle l'a fait là, mais je me dis, mince, c'est dommage qu'ils ne fassent pas plus souvent ça, parce que ils le pourraient, ils ne le font pas. Bon, ça, je pense, c'est un coup de com' qu'ils ont décidé avec la plateforme. C'est sur Change, c'est ça qu'elle a répondu. Très clairement, mais et elle l'a fait. Et pour moi, je me dis, mince, ils pourraient trop faire ça, même pour encore faire leur com' tout le temps. Bah après, c'est vrai que le premier contre-argument qu'on donnait à une démocratie directe ou participative, c'est la technique. Comment on fait pour la parité, comment on fait pour les gens qui n'ont pas envie de se déplacer, qui sont chez eux, comment on fait pour ceux qui veulent être anonymes. Et ben on a un outil, c'est Internet, c'est formidable, et on pourrait imaginer des procédures entièrement presque automatisées. Mais comme Wikipédia, je ne sais pas si vous voyez un peu comment Wikipédia fonctionne, cliquez sur modifier, regardez un peu les discussions et tout. Il y a des choses qui sont envisageables, il y a des logiciels de démocratie liquide qui existent, qui permettent justement de mettre en place ce genre d'initiative. Moi, je suis très intéressé par la démocratie liquide, qui est justement, pour ceux qui ne connaissent pas, on appelle ça des fois aussi la démocratie délégative. En fait, c'est un combo entre la démocratie représentative et la démocratie directe, puisqu'on part quand même de l'idée que tout le monde ne va pas pouvoir s'intéresser à tous les sujets. Et donc en fait, on peut voter pour des délégués. En fait, on peut voter soi-même pour n'importe quoi. Vous avez toujours votre voix, quoi qu'il arrive. Mais vous pouvez voter un moment pour un délégué. Et ce délégué, au lieu que ce soit, je sais pas, El Khomri, ça pourrait être la Quadrature du Net, ça pourrait être quelqu'un Bernard Friot, par exemple, j'en sais rien. Ça pourrait être quelqu'un qui propose quelque chose. Et du coup, lui, votre voix s'ajoutera à lui. Sachant que vous pouvez retirer votre voix à tout moment. Donc si à un moment le mec se fout de votre gueule, vous pouvez enlever votre voix. Et sinon, vous pouvez aussi voter vous-même pour l'idée, parce qu'on vote pour des idées avant de voter pour des personnes.
C'est une des grandes avancées pour moi de la démocratie directe, parce que du coup on voit bien tous les jeux médiatiques, égotiques qu'il y a autour de ça. Là, quand on vote pour des idées, on pourrait par exemple voter contre la loi El Khomri ou pour la loi El Khomri. Déjà, ce serait vachement intéressant comme démarche, au lieu d'être contre du coup le gouvernement, etc. Donc moi, c'est un truc qui m'intéresse pas mal. Il y a des logiciels, il y a des sites internet, alors je les ai pas en tête là, mais allez sur la page wiki de démocratie liquide. Vous aurez les sites, c'est des sites anglais, je crois, par contre, il n'y en a pas encore en France, peut-être qu'il y en a un maintenant. Mais vous pouvez essayer du coup la démocratie liquide. Alors il y a des problèmes, hein, souvent c'est des procédures parce que les gens font un peu éterniser les débats. Mais c'est très intéressant de voir que ça fonctionne déjà, et que c'est tout à fait envisageable, et qu'à une très large échelle, ce serait possible. C'est déjà, savoir techniquement c'est possible, moi je trouve ça enthousiasmant, quoi. Et après, ça apporterait forcément des choses peut-être formidables. Mais j'aime bien, moi, ce combo, parce que c'est vrai que la démocratie directe a des problèmes, tout le monde ne va pas pouvoir traiter tous les sujets. Et quand il y aura des choses, notamment régionales, je sais pas, un problème avec le port, la pêche, un truc vraiment très spécialisé, à la fois des gens qui s'y connaissent, parce qu'ils, je sais pas, ils sont universitaires à Paris, ils pourront voter pour ces choses-là. Le reste de la population, pas informée, ne sera pas forcément obligé de s'y pencher. Mais les personnes sur place qui ont une autre opinion, parce qu'ils ont les mains dans le cambouis, ils pourront aussi participer à ces choses-là. C'est très intéressant, ça résout plein de problématiques territoriales, notamment, comme je disais, un universitaire à Paris, des fois, il a un peu plus de recul critique que l'employé ou l'employeur qui est sur un truc territorial. Mais comme il n'est pas dans la région, il n'a pas son mot à dire. Il y a plein de trucs comme ça qui sont très intéressants et beaucoup de problèmes qui sauteraient. Mais ça, pareil, il faut se renseigner, il faut décider ensemble, je pense, de ce genre de solution. Mais tout ça est très intéressant. Et encore une fois, la méthode libriste, c'est si quelque chose te plaît pas, si tu critiques, fais-le. Lawrence Lessig sur les Creative Commons, je passe vite fait sur le truc parce que je trouve que c'est important. Il se battait contre le droit d'auteur tout le temps. Il a perdu plein de fois en procès pour essayer de l'assouplir. Et puis en fait, quand il a perdu contre le Mickey Mouse Act, je crois, donc quand ils ont perdu là, il était complètement déprimé. Et il s'est dit, mais en fait, pourquoi je veux absolument passer par le droit ? Je vais créer un contrat. En attendant qu'on puisse changer le droit d'auteur, on va créer des contrats, on va créer les Creative Commons. C'est comme ça qu'ils ont dit, on va permettre aux auteurs, s'ils le veulent, de se libérer de leurs droits. Et c'est une chose que je trouve fantastique. Il y a aussi la création monétaire. Ça c'est très intéressant, la monnaie peer-to-peer, il y a le Bitcoin qui est l'exemple plus connu, mais il y a des choses qui commencent à se construire, et comment peut-être on pourrait du coup se passer des systèmes bancaires. En plus la monnaie c'est super facile à créer parce que les systèmes bancaires ont tout fait pour que ce soit très très facile à créer. Du coup on pourrait peut-être récupérer le dessus, et il y en a qui disent le salaire à vie, les gens le votent pas, tant pis, si un jour il y a suffisamment de création monétaire, on pourra peut-être se le reverser nous-mêmes sans avoir besoin d'eux. Et j'aime bien aussi ça, j'aime bien l'idée de carrément passer à côté et dire non mais salut le vieux système, nous on vote pas, on s'en branle, on va faire notre truc à côté et on va vous laisser mourir dans votre coin. Ça c'est un truc aussi que j'aime bien. Oui, on le voit par exemple avec les monnaies locales, où là c'est les citoyens qui gèrent un peu le truc. Il y a très moyen de faire un salaire à vie si ça prend de l'ampleur. C'est simple, en fait, plus il y aurait de gens qui utiliseraient la même monnaie, plus il y aurait de richesse sur cette monnaie, sauf qu'on pourrait la répartir, la redistribuer à tout le monde. Mais à tout le monde, genre n'importe quel utilisateur de la monnaie, donc ce qui ferait que les gens auraient envie d'y aller, et plus il y aurait de la richesse parce qu'il y aurait des échanges, plus cette monnaie serait redistribuée à tout le monde, mais équitablement, c'est un truc informatique, quoi. Et du coup, peut-être que ça serait 50 € au début, puis ça serait 200, 2000, j'en sais rien, quoi. Que toute la richesse que crée la monnaie soit redistribuée à tous ceux qui l'utilisent. Et il y a des ateliers constituants de création monétaire où vous êtes avec des bonbons et vous essayez. Et en fait, à un moment, c'est marrant parce qu'on voit quand ça coince. Quand par exemple, il y en a un qui a trop de bonbons et il y en a qui en ont plus trop. Quand à un moment, tout le monde reste un peu sur ses bonbons et c'est super. C'est là que tu te rends compte de plein de trucs sur l'économie dans des tout petits groupes de 10-15 personnes. Si un jour vous en voyez passer un, allez-y, c'est une expérience à faire, c'est génial pour comprendre un peu comment ça fonctionne concrètement et se retrouver là coincé avec ces petits bonbons. Vas-y. Excuse-moi. Il reste pas beaucoup de temps, donc là j'ai vu 6 personnes pour l'instant. Essayez d'être bref et concis. Je vais vous demander de relever la main tous ceux qui veulent parler. On va s'arrêter là, donc ok, c'est bon, je vous ai vu.
Bon, là, il reste 5 minutes. Ce qu'on va faire, limite, c'est vraiment... tout le monde va poser ses questions. Dany va essayer de répondre très synthétiquement. Ouais, et puis après, souvenez-vous qu'on va à Eve, direct après, pour boire un coup et parler. Donc, si vous avez des questions que vous voulez pas voir répondre en 2 minutes juste là, venez à Eve après avec nous. Salut. Du coup, je voulais déjà revenir sur le cas de la réponse de El Khomri. Je me souviens plus vraiment de ce qu'il y avait vraiment dedans, mais il me semble qu'elle était quand même assez creuse et que du coup c'était vraiment un coup de com'. Bon, pour le geste c'est cool, mais je crois que la réponse était quand même super creuse. Pour ce qui est de la démocratie participative aussi, je voulais revenir là-dessus. J'ai pas trop entendu ce que tu as dit au début, si tu veux répéter. La réponse de El Khomri. Oui. Je me souviens plus exactement les détails, mais il me semble qu'elle était quand même assez creuse. Oui. Et que du coup, c'était vraiment juste un coup de com'. Et comme bon, leur vrai faux qu'ils ont fait, voilà. qu'ils ont publié. Et Le Monde qui a fait un vrai faux du vrai faux, en montrant qu'en fait, ils noyaient le poisson à toutes les lignes et qu'ils cachaient... Non, mais eux, ils continuent à faire de la politique politicienne. Mais moi, je trouve ça génial comment ils s'enfoncent, quoi. C'est quand même marrant, quoi, de les voir comme ça. Ils se ridiculisent, quoi. Oui, donc ensuite la démocratie participative, c'est super intéressant. Après, ce qui est encore plus intéressant, c'est au-delà d'Internet, c'est de le faire dans la vie physique. Et du coup, un autre enjeu, c'est décentraliser le pouvoir. Et là, c'est la question du territoire qui est importante. Même à l'échelle d'un quartier, exercer de la démocratie participative pour des décisions super locales, voilà. Et revoir le système jacobin qu'on a aujourd'hui, toutes les décisions prises à Paris et qui sont parfois pas très adéquates, puisque on peut même le voir pendant des élections locales avec, je me souviens des tracts du FN pour les élections régionales ou départementales, des tracts publiés, la même édition à l'échelle nationale, c'est complètement incohérent. Ça fait du bien. Et voilà. Et aussi, je voulais reparler, il y avait quelqu'un qui avait parlé du référendum, le référendum en entreprise sur la loi El Khomri, je crois qu'il est plus là. Et juste pour dire, ça c'est super vicieux parce que on voit référendum, on se dit cool, c'est démocratie dans l'entreprise, c'est trop bien. Le problème c'est que ça exclut les syndicats et qui eux ont les armes pour défendre les salariés. Alors après on retrouve un patron en face du salarié, et là le rapport de force, rapport de domination, le salarié, je pense qu'il sera un peu mal devant son patron pour essayer de faire valoir ses droits tout seul, quoi. Ah mais totalement, le problème des référendums, c'est oui, et d'accord, et c'est qui vote. Si tu regardes même genre TAFTA, quand tu vois que les ONG ils sont 10% et que c'est 90% d'entreprises et d'industriels, oui, ils vont clairement aboutir à une réflexion démocratique derrière ça. On sait très bien que ça va être eux qui vont gagner. Donc oui, ça c'est un piège aussi pour moi de tomber là-dedans. Mais tu as raison, il y a des trucs au niveau local, tout simplement déjà tout ce qui est le mouvement locavore, les monnaies locales dont tu parlais. On peut créer une SCOP aussi si on a envie de créer une entreprise. Le Parti Pirate fonctionne avec de la démocratie liquide dans son propre sein. Il y a plein de choses comme ça qui sont envisageables, même au sein de sa colocation. Hein. Moi, on parlait de Podemos. Je trouve qu'un des trucs les plus brillants qu'ils ont dit, c'est qu'un papa qui rentre chez lui et qui fait la vaisselle fait plus de féminisme que celui qui lit Simone de Beauvoir à la fac, quoi. Et ça, c'est aussi très important, très concret, et c'est très intéressant, quoi. Alors, je suis désolé, je vais prendre une toute dernière intervention. Donc, ceux qui n'ont pas pu parler, je vous invite à venir à Eve et à poser vos questions autour d'une bière. Alors très très rapidement. Ouais, très rapidement. Ouais. Parce qu'il y a un cours juste après. Alors je me permets de faire l'avocat du diable en premièrement. Est-ce que vous avez une méthode spécifique pour trier tous les témoignages que vous recevez, des fois qu'il y en ait des qui soient exagérés, bidons ou je sais pas quoi autre? Et autre chose qui m'a fait tiquer, alors le collectif a dit non à Mediapart, mais ça n'a pas empêché Usul, Osons Causer et le Stagiaire de participer à 2 émissions différentes sur Arrêt sur Image. Alors que c'est un peu le même genre de média. Du coup, je voulais savoir pourquoi. Alors, déjà, la première, c'est quoi, excuse-moi ? C'est, est-ce que vous avez... Bon, pour faire plus simple, vous avez des fois la sensation d'avoir des témoignages bidons Le tri, ça, de toute façon, c'est trié sur des... Enfin, nous, on a tout un système, ne serait-ce que pour nous, de labels, de trucs, de machins. On essaie, évidemment, de prendre souvent soit des histoires qui sont vraiment impactantes, ça, c'est pour les témoignages longs, sinon des trucs dans lesquels tout le monde peut se reconnaître, qui a déjà vécu, on essaye de les mettre, eux, en valeur. Après, témoignages bidons, franchement... Ça, tu peux pas forcément savoir, mais on connaît les réalités du travail, quoi. C'est pas... Si pour un qui le vit pas, même si la personne ment, quelqu'un le vit. Donc, tu vois, c'est l'horreur statistique, ça.
Et pour Mediapart, en fait, c'est... Alors, oui, parce que c'est vrai que tu as dit ça au début. Ils voulaient se vanter un petit coup. Mais en fait, non, c'est parce que pour Arrêt sur Image, c'était au début du truc. Et au début, on a beaucoup répondu aux médias. Mais ensuite, on a fait des AG. Et face aux différents harcèlements des médias, au fait qu'ils posaient tout le temps les mêmes questions, au fait que ça nous a saoulés, quoi. Il y avait un gros boulot à faire. Et on s'est dit qu'on n'allait plus aller dans les médias. Surtout que sur Mediapart, on était invité avec Caroline de Haas, on était invité avec des gens comme ça. Moi, je devais aller sur Public Sénat avec Daniel Cohn-Bendit, avec quelqu'un des jeunes socialistes, le président de l'UNEF. Et en fait, on n'avait pas envie d'associer parce qu'on n'était pas invité en tant que tu vois, genre, à la base, Public Sénat, il m'avait invité en tant que Danny Caligula pour parler d'abstentionnisme, pour parler de démocratie participative. Mais après, ils m'ont invité en tant que représentant du collectif On vaut mieux que ça, et on n'avait pas envie de lier On vaut mieux que ça à ces personnes-là politiques. Tu vois, c'était pour ça qu'on n'y a pas été en fait. C'est qu'on voulait pas se lier avec ces gens-là, on n'a pas envie, on considère en plus qu'on est notre propre média, qu'on n'a pas forcément besoin des médias traditionnels. Après Mediapart, on soutient grosso modo ce qu'ils font, ils nous soutiennent, ils ont quand même été super, ils ont compris parfaitement pourquoi. Et Arrêt sur Image, c'est un peu différent aussi, ils avaient invité le Stagirite, parce qu'ils voulaient vraiment parler du dialogue social, et c'est quand même la spécialisation du Stagirite. Donc il l'avait d'abord invité pour ça. Alors après, moi j'ai pas encore vu l'émission là j'ai vu celle avec Usul et Ludo, mais j'ai pas vu celle avec Fabrice, du coup je sais pas encore ce qu'il a dit dedans. Merci. Voilà. Merci beaucoup à tous d'être venus et merci à beaucoup. Dany. Voilà.